Sud-Soudan, le ministre de la Défense a été nommé à la tête du Conseil militaire de transition en remplacement du président Omar El-Béchir. Des milliers de manifestants se sont rassemblés jeudi soir à Khartoum malgré un couvre-feu. Au Mali, une offensive de la force Barkhane a été lancée fin mars aux confins du Gourma, dans le centre-est, sanctuaire de plusieurs groupes armés. Quelques 700 militaires français et 150 Maliens ont été mobilisés. Et puis en Corée du Sud, la haute juridiction a ordonné jeudi la levée de l'interdiction de l'avortement qu'elle a jugée anticonstitutionnelle. C'est une décision historique saluée par les associations militantes pour la légalisation. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Bénin, la Commission électorale nationale a procédé hier jeudi au lancement de la campagne électorale dans le cadre des législatives. Celles-ci doivent avoir lieu le 28 avril prochain. On écoute Emmanuel Tiando, le président de la Sénat, pour plus de précisions. Vendredi 12 avril 2019 s'ouvre la campagne électorale devant nous conduire à la tenue du scrutin du 28 avril en vue de l'élection des membres de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Ainsi, du 12 au 26 avril prochain, les candidats des partis politiques retenus par la Sénat et confirmés par la Cour constitutionnelle sillonneront nos villes et campagnes pour présenter leur programme de législature et solliciter vos suffrages. Nous entrons donc, conformément aux dispositions du Code électoral, dans la phase de la campagne électorale. Je voudrais exhorter tous les acteurs engagés dans la compétition électorale à faire de cette période une période de confrontation d'idées et non de personnes. La campagne électorale doit être un moment de pédagogie et d'explication des valeurs prônées par son parti avec comme objectif majeur la promotion et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit en République du Bénin. Mes chers compatriotes, en ces heures de doute et d'interrogation, je voudrais rappeler à chacune et à chacun d'entre vous que l'enjeu, c'est le Bénin, par-delà nos divergences et nos différences politiques. Après l'Assemblée nationale, le Sénat et les assemblées provinciales, les proches de l'ex-président Joseph Kabila ont renforcé mercredi leur contrôle des pouvoirs en République démocratique du Congo en remportant la majorité des postes de gouverneurs. Ils renforcent ainsi l'encerclement politique du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les détails. Les candidats du Front commun pour le Congo FCC, coalition des partisans de l'ex-président, ont remporté dès le premier tour 16 des 22 sièges lors de ce scrutin au suffrage indirect, d'après les résultats provisoires proclamés par la commission électorale. Le propre frère de Joseph Kabila, Zoé, a été élu gouverneur de la province du Tanganyika dans le sud-est. Dans la capitale Kinshasa, le poste de gouverneur a été remporté par un autre membre du FCC. Nous sommes révoltés du fait qu'il y a des députés qui se donnent le droit de contrôler le vote de leurs collègues. Il y en a que nous connaissons valides qui aujourd'hui sont devenus par la force des choses invalides. Mais maintenant on a un gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas seulement FCC, il sera gouverneur de tous les partis politiques, de tous les regroupements. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, du nouveau président Félix Tshisekedi et ses alliés n'ont remporté qu'un seul poste de gouverneur dans la province du Kasaï oriental, région d'origine du chef de l'État. Pas très bien puisque nous venons de perdre. J'aurais voulu que mon candidat gagne. Malheureusement, nous étions moins nombreux que les autres. La majorité a parlé. Et c'est finalement M. Jantini Ngobila qui est élu gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ça aussi la démocratie. Je crois que nous devons nous incliner
face à cette réalité. Une province, la Mongala, tombe dans l'escarcelle de la coalition Lamouka qui soutenait la candidature de Martin Fayulu, l'opposant qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Les gouverneurs ont des pouvoirs importants dans l'immense RDC. Ce sont par exemple eux qui décident d'autoriser ou d'interdire une manifestation. 4 provinces sont en ballottage et le second tour est annoncé pour samedi. Le président Omar El-Béchir, qui dirigeait le Soudan d'une main de fer depuis 30 ans, a été renversé par un coup d'État de l'armée après un soulèvement populaire. Il est désormais remplacé par un conseil militaire de transition pour une période de 2 ans. Reportage. Peu avant l'annonce du ministre de la Défense, le puissant service de renseignement au Soudan, fer de lance de la répression des manifestations, avait fait état de la libération de tous les prisonniers politiques du pays selon l'agence officielle SUNA. J'annonce en tant que ministre de la Défense la chute du régime et le placement des tensions dans un lieu sûr de son chef. J'annonce premièrement la formation d'un conseil militaire de transition pour une période de transition de 2 ans, la suspension de la constitution du Soudan de 2005 et la mise en place de l'état d'urgence pour 3 mois et l'instauration d'un couvre-feu pour 1 mois entre 22h et 4h du matin. Tout au long de la matinée, une immense foule de Soudanais s'était rassemblée dans le centre de la capitale soudanaise, anticipant cette annonce de la destitution du président Rohani, âgé de 75 ans et au pouvoir depuis un coup d'État en 1989. L'armée a imposé 1 mois de couvre-feu nocturne dans l'ensemble du pays. L'espace aérien a été fermé pour 24 heures et les frontières terrestres jusqu'à nouvel ordre. Un cessez-le-feu a aussi été annoncé à travers tout le pays, notamment dans les États en proie aux rébellions contre le Darfour, région meurtrie par les violences. Mais les meneurs du mouvement de contestation ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont rejeté dans la foulée le coup d'État de l'armée et promis de poursuivre les manifestations. Le régime a mené un coup d'État militaire en présentant encore les mêmes visages contre lesquels notre peuple s'est élevé, a indiqué dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement. Nous appelons notre peuple à continuer son sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum et à travers tout le pays, a-t-elle ajouté. Restons au Soudan où le ministre de la Défense Awad Ahmed Benaf a été nommé jeudi à la tête du Conseil militaire de transition en remplacement du président Omar El-Béchir. Le chef de l'état-major de l'armée, le général Kamal Abdel Marouf, a été nommé adjoint de ce conseil. Des milliers de manifestants se sont encore rassemblés jeudi soir à Khartoum devant le siège de l'armée malgré un couvre-feu imposé pour une période d'1 mois de 20h GMT à 2h GMT à la suite de la destitution du président Omar El-Béchir. Il faut dire que les contestataires ont passé leur 6e nuit consécutive devant le quartier général de l'armée qui les a sommés en début de soirée de respecter le couvre-feu, faisant planer des risques de violence. Au Mali, une offensive de la force Barkhane a été lancée fin mars aux confins du Gourma, dans le centre-est, sanctuaire de plusieurs groupes armés. Quelques 700 militaires français et 150 Maliens ont été mobilisés. Reportage. Nous sommes le 27 mars et plusieurs centaines de soldats français convergent aux portes du pays d'Ogon pour le lancement d'une vaste opération, la première de cette envergure dans la région pour la force Barkhane. Chaque arrêt est l'occasion d'une vérification minutieuse de la zone. Ici, une buse sous la route doit être inspectée. Principale crainte des soldats, les mines, généralement actionnées à distance, comme celle qui coûtera la vie à un médecin militaire, quelques jours plus tard, un peu plus au sud. À l'intérieur des véhicules blindés, pas de climatisation, mais de la bonne humeur. Dédé, Corbiche, Flo, des soldats du 126e régiment d'infanterie pour la plupart. Ils ont quitté Brive-la-Gaillarde depuis février et sont en opération extérieure pour 4 mois. Pour Kevin, 22 ans et bientôt papa, c'est la première OPEX. Chez moi, j'ai décidé de faire ce métier-là parce que déjà, j'aime le risque, j'aime le fait de dire aussi au final que je protège mes proches, que je sers mon pays, que j'aide mon prochain, que j'aide mes anciens, etc. Et que
je suis, quoi. Ce que j'aime bien quand on est en OPEX ou que ce soit sur le territoire, en fait, c'est la cohésion, en fait, la vie de famille en fait, qu'on a ici à l'armée. En fait, c'est pas donné à tout le monde. La vie du convoi, ce sont aussi des temps morts. Quand il faut s'arrêter pendant plusieurs heures, les soldats jouent aux cartes ou aux échecs. Des moments qui forgent aussi l'esprit de groupe. Le convoi s'installe pour la nuit, en base avancée provisoire. Les véhicules blindés servent de protection au campement pour une nuit à la belle étoile. Un peu de lecture, après un bon dépoussiérage des armes. Au Sahel, le sable s'immisce partout. C'est reparti pour un tour. On attend le top départ et puis on verra bien. Au petit matin, le convoi se remet en route. Encore 35 km à parcourir. Là, on a passé la nuit sur zone. Là, on va reformer la rame des véhicules pour se diriger vers Ombori. 3 heures de route supplémentaires seront nécessaires pour rejoindre la base des forces armées maliennes qui sert de point de départ à cette opération majeure. La végétation change, quelques reliefs commencent à apparaître et avec eux, les craintes d'un terrain plus complexe. Plus on se rapproche de la frontière avec le Burkina Faso, plus les groupes armés terroristes sont présents. On traverse enfin la ville d'Ombori avec ses hôtels, témoins d'une époque plus propice au tourisme. Le paysage est à couper le souffle, mais pour les soldats, pas le temps de l'admirer. Manger, corniche, parce qu'on repart très vite. Une ration militaire et il faut se remettre en route. Inutile de chauffer les conserves, par plus de 40 degrés à l'ombre, au plus fort de la saison chaude, elles sont à point. Préparez les optiques de nuit, puisque ça va se finir, il fera très vite nuit. Une photo de groupe, avant de partir, fiers et vaillants, telle est leur devise. Les hommes du 126e ERI sont prêts, l'appui aérien également. 2 semaines plus tard, l'armée française officialise le bilan de cette opération. La force Barkhane, aidée par l'armée malienne, a démantelé un camp d'entraînement et une plateforme logistique et plus d'une trentaine de djihadistes ont été neutralisés. En Corée du Sud, la plus haute juridiction a ordonné hier jeudi la levée de l'interdiction de l'avortement qu'elle a jugée anticonstitutionnelle. Il s'agit là d'une décision historique saluée par les associations militantes pour la légalisation. Les images. La Corée du Sud est une des dernières économies développées où l'avortement demeure illégal, sauf en cas de viol, d'inceste ou s'il y a risque pour la mère. Hormis ces exceptions, les femmes qui se font avorter sont passibles d'1 an de détention et d'une amende. Les médecins encourent 2 ans. Mais la Cour constitutionnelle a estimé ce jeudi par 7 voix contre 2 que la loi de 1953 visant à protéger la vie et les valeurs traditionnelles était contraire à la Constitution et demandé une évolution législative d'ici la fin de l'année prochaine. L'interdiction de l'avortement limite le droit des femmes à accomplir leur propre destin et viole leur droit à la santé en restreignant leur accès à des procédures sûres en temps opportun, a indiqué la Cour via un communiqué. Les embryons dépendent complètement pour leur survie et leur développement du corps de la femme, ce qui fait qu'on ne peut conclure qu'ils sont des êtres vivants séparés et indépendants ayant un droit à la vie. L'annonce de cette décision a été accueillie par des cris de joie et des embrassades de certaines femmes rassemblées devant la Cour constitutionnelle dans le centre de Séoul. Les femmes méritent d'être heureuses autant qu'elles veulent aujourd'hui, a déclaré une militante. La loi de 1953 interdisant l'IVG est largement bafouée et les poursuites sont rares. Mais les associations militantes pour la légalisation dénoncent le fait que certaines jeunes femmes n'ayant pas les moyens s'exposent à des avortements faits dans de mauvaises conditions sanitaires et risquent l'isolement social. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.